Ça arrive. Eric, tu t'occupes de permettre à tout le monde de rentrer en automatique dans la salle? Et c'est bon, nous sommes en direct sur Facebook. Donc, bienvenue à tous sur cette conférence de chronobiologie. Je suis vraiment très heureuse de vous accueillir sur cette toute première conférence de Térévie sur 2024. Alors, ce soir, on a vraiment l'honneur d'être avec Pascal Pochon. Donc, il est diplômé en nutraceutique à l'ICALIMENT, aliments santé à la faculté de la médecine de Dijon. Et donc, il va nous parler de la chronobiologie. Donc, je ne sais pas vous, mais en règle générale, on a souvent l'habitude de dire comment mieux dormir, comment maigrir, comment être en bonne santé. Et finalement, ce qu'on pense moins souvent, c'est plutôt la question quand. Quand faire les choses, quand tout dérouler une journée correctement. Et c'est ce que nous va nous parler Pascal ce soir. Et on va plutôt aller, comme vous allez pouvoir, sur tout ce qui est nutriments, micronutriments. Pascal, je te laisse la main. Bonsoir à tous, merci Aurélia. Alors la chronobiologie, donc c'est un bien grand mot, hein, la chronobiologie. Alors d'abord, je vais vous parler de Jean-Robert Rapin, qui est l'inventeur, hein, c'est lui qui a créé la chronobiologie, donc qui nous a malheureusement quittés en 2013. Donc et l'un de ses disciples, Jean-René Mestre, qui fut un de mes professeur et responsable à la faculté, donc avec qui d'ailleurs Térévie est toujours en contact, puisqu'on travaille souvent ensemble. Voilà, donc en fait, la chronologie, ben, c'est tout simplement de faire de son aliment son premier médicament. Alors, bien sûr, on intègre les mécanismes de la régénération cellulaire, tout ce qui peut avoir un impact avec la nourriture ben, sur notre bien-être, sur notre santé, sur le sommeil, sur l'équilibre, mais également par rapport au régime, par rapport au sport, et puis comment améliorer au quotidien et confortabiliser les effets de l'âge, les maladies, la fatigue, et puis les douleurs chroniques qu'on peut avoir. Alors, bien évidemment, la chronobiologie et l'immunité, c'est d'abord basé sur le rythme circadien. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un rythme circadien? Bah, tout simplement, c'est ce qui va définir en fait la différence entre la nuit et la journée. C'est-à-dire la période pendant laquelle on va dormir et pendant la période pendant laquelle on va être en activité. Alors, la chronobiologie, on dit souvent que c'est sur 24 heures. Alors, c'est pas tout à fait juste parce que ça va varier d'un individu à l'autre en fonction de son rythme on va dire de travail, parce que certains peuvent travailler la nuit, certains faire les 3-8. Puis, bien évidemment, quand on va alterner ce rythme de travail, eh bien, les rythmes circadiens vont tout simplement fluctuer quelque peu. Alors, ça va pas bouger de 10 heures, on est bien d'accord, mais ça peut bouger de quelques minutes, quelques dizaines de minutes. Et je dirais, l'humanité a toujours été fascinée par ces rythmes. Et puis, grâce aujourd'hui au progrès de la science, on peut voir que on va retrouver en fait ces programmations de rythme circadien jusque dans l'ADN de nos cellules. Alors, ça va bien évidemment des micro-organismes jusqu'aux mammifères, et puis en passant par l'homme, bien évidemment. Alors, à titre d'exemple, si je prends la mélatonine, que tout le monde connaît, qui est l'hormone du sommeil, les cancérologues se sont intéressés longtemps au rythme de la mélatonine. Pourquoi? Parce que d'une part, sur son action antioxydante, elle va jouer un rôle essentiel aussi bien sur notre organisme, sur l'immunité, sur notre psychisme, et puis également, on va retrouver tout un tas de récepteurs sur les leucocytes, puis également sur la production de cette hormone au travers je dirais, des nombreuses cytokines qu'on peut avoir. Alors, qu'est-ce que c'est que la cytokine? Je veux dire, c'est une substance qui est sécrétée par les cellules du système immunitaire et qui va permettre, si vous voulez, aux cellules de communiquer entre elles et par conséquent, donc, ils vont participer à l'activation de la réaction immunitaire. Alors, on sait que cette hormone va avoir des liens avec le stress, bien sûr, mais également tout ce qu'on a pu faire sur le sommeil vont confirmer l'omniprésence des cycles biologiques. Alors, l'alimentation qui est notre premier médicament, tout d'abord, la régénération cellulaire. Tout le monde en parle. Il faut savoir qu'elle ne s'effectue que la nuit. La journée, en général,
je dirais, on se fatigue, et il n'y a pas de régénération. Même lorsqu'on fait des siestes, des micro-siestes, ça ne va pas avoir d'impact au niveau de la régénération cellulaire au niveau de la journée. Et s'il y avait un équilibre parfait, eh bien, nos cellules, elles pourraient s'auto-régénérer 120 ans, certains parlent de 140, 150 ans. Je rappelle que le corps humain contient 100 000 milliards de cellules et 96 000 milliards de bactéries. S'il n'y avait pas de bactéries, on ne pourrait pas fonctionner comme on fonctionne, bien évidemment. Et le principe de la régénération cellulaire, c'est tout simplement, avant de disparaître, eh bien les cellules vont se cloner grâce à ce qu'on appelle au mécanisme de la division cellulaire. Et la division cellulaire, comme je vous l'ai expliqué auparavant, elle ne s'effectue que la nuit. D'où l'importance d'avoir un sommeil, on va dire, réparateur. Les gens qui manquent de sommeil vont manquer en matière de régénération cellulaire, de performance, d'autorégénération cellulaire. Et on sait qu'il y a plusieurs bienfaits au niveau des cellules. Francine a fait tout un document là-dessus et qu'elle présente assez souvent. On sait qu'il y a eu 8 bienfaits, mais l'un qui est essentiel et qui est central, c'est la souplesse membranaire. Parce que sans cette souplesse membranaire, eh bien, il y a rien qui va pouvoir favoriser l'autorégénération cellulaire, bien évidemment. Alors, l'alimentation, qui est notre premier médicament, on est sur un principe de prévenir vaut mieux que guérir. C'est évident. Alors pourquoi? Parce que tout l'environnement dans lequel on évolue, que ce soit l'environnement respiratoire, au niveau de ce qu'on peut également vivre au quotidien, la pollution, mais également le milieu des cultures, va influencer toute notre alimentation. Alors que ce soit l'eau, alors l'eau naturelle qui sort du robinet ou l'eau en bouteille, peu importe, ça va influencer, je dirais, notre alimentation. Également la culture, bien évidemment, que ce soit les fruits et légumes, mais également tout ce qui va être donc protéines au travers de la viande et du poisson également. Et ça va impacter qui? Eh bien, tout le monde. Alors, parfois on peut l'entendre, pas que les grands sportifs de haut niveau, mais également les sportifs de dimanche qu'on peut être, pas que les malades, mais pas que les personnes âgées, mais tout le monde, et y compris les animaux de compagnie. D'où l'importance d'avoir une alimentation de premier plan. Alors, la chronobiologie, c'est quoi? Bah, c'est tout simplement la science des rythmes biologiques, donc qui vont avoir une importance sur notre vie en permanence et des éléments qui peuvent perturber notre vie. Alors bien sûr, il y a des conseils d'hygiène alimentaire qui sont essentiels, et ça va être parfois un petit peu la différence qu'on peut avoir entre les nutritionnistes et puis les chronobiologistes, même si, je dirais, la base saine est extrêmement importante. Alors, excepté le bol alimentaire, mais ça, je ne veux pas faire une distinction aujourd'hui, où on intègre effectivement les fibres, tout ce qui peut être également les sucres lents et tout ce qui s'ensuit. Peu importe. Tout d'abord, ce qui est important, c'est l'hygiène alimentaire. Alors, il est important également, parce qu'on ne peut pas manger sainement en permanence. Tous ceux qui essayent se rendent bien compte que c'est très difficile. Déjà, adapter la chronobiologie à son rythme alimentaire et son hygiène alimentaire, c'est pas toujours facile parce qu'on ne sait pas comment procéder au départ. Et manger sainement, si on mangeait toujours sainement, j'irais nos horloges biologiques, bah, tout simplement, s'endormiraient sans être efficaces. Donc, de temps en temps, les bouleverser, c'est extrêmement important. Et nous, on explique que 2 fois par semaine, se faire plaisir, même quand on mange sainement, ça ne peut apporter que du bien. Voilà, alors, sans excès, bien évidemment, mais c'est extrêmement important de se faire plaisir également. Et la chronobiologie n'exclut pas cet équilibre alimentaire, bien évidemment. Alors, l'équilibre alimentaire permet de lutter également contre les addictions. Pourquoi? Parce que même si manger sainement peut devenir addictif, c'est toujours pour la bonne cause, on est d'accord. Mais lorsqu'on mange toujours bien, lorsqu'on prend trop longtemps de bonnes choses, eh bien, on va s'y habituer. C'est comme quelqu'un qui ne mange jamais de sucre, qui ne sale jamais. Eh bien, forcément, le jour où il va en prendre, ça va créer des désordres, mais qui seront pas forcément néfastes. Je dirais, c'est tout comme, je dirais, les gens qui prennent des compléments alimentaires ou qui prennent de l'allopathie régulièrement.
Si au bout de 6 semaines, ils n'ont pas fait de pause, eh bien, le corps va s'habituer à ce qu'il prend depuis cette période et ne va plus pouvoir s'en défaire. Et c'est-à-dire que ça va même aller être contre-productif parce que les bonnes choses que vous prenez vont devenir néfastes parce qu'elles vont, alors sans être vraiment néfastes, mais en tout cas, elles ne vont plus agir de bonne manière. C'est-à-dire que quelque chose qui va vous faire du bien, si vous en prenez constamment, eh bien, vous allez passer dans l'addiction et les bons effets de ces choses ne vont plus donner d'effet du tout. Et ça, c'est important de le comprendre. Et c'est pour ça pour les compléments alimentaires, on propose toujours sur 7 jours de ne prendre que 5 jours de compléments alimentaires, par exemple, et puis de faire 2 jours de pause consécutifs. On sait qu'à partir de 6 semaines, si on n'a pas fait de pause, eh bien, il faut souvent faire de très très longues périodes de pause pour que on puisse retrouver quelque chose de bénéfique à notre habitude, je dirais, sur ce qu'on prend. Je vais même plus loin, si on prend trop longtemps certains produits, que ce soit allopathique ou même des produits naturels, hein, eh bien, il est fort probable qu'au bout d'un certain temps, ces produits de façon définitive n'agissent plus sur votre organisme. Donc, très important de faire attention à faire des pauses et de parfois faire un petit peu de la contrariété par rapport à vos bonnes habitudes. C'est essentiel. Alors, au niveau des rythmes biologiques, ce qu'il faut savoir et puis de ce qu'on peut apporter, il y a deux groupes de matières qui sont essentielles. Les matières organiques et les matières minérales. Alors, comme leur nom l'indique, les matières organiques, en général, c'est des substances qui sont fabriquées à partir d'êtres vivants ou alors vivants, ça peut être des végétaux, des animaux, des micro-organismes. Alors vous avez toute la famille des glucides, des protéines et des lipides. Et puis vous avez également les matières minérales qui sont issues de matières non vivantes comme la roche, les sels minéraux, l'eau, alors je parle de l'eau absolue, hein, pas de l'eau forcément avec des antioxydants et ce qui s'ensuit, et puis également des substances qu'on peut avoir dans l'air, comme par exemple le dioxyde de carbone. Alors des exemples sur des matières minérales, ça va être le calcium, le magnésium ou le fer, par exemple. Alors, je vais laisser la parole à Aurélia, qui va vous parler dans les molécules invisibles et nécessaires des acides aminés. Alors, donc les molécules invisibles et nécessaires, donc nous avons les acides aminés, les vitamines et les oligo-éléments. Donc, dans les acides aminés, nous avons donc 22 acides aminés. Donc, les acides aminés, on va les retrouver principalement, donc ce sont des macronutriments, dans les protéines. Donc, on peut les comparer un petit peu à des briques. Si on peut comparer ça, on les apparente à des briques. Et en fait, elles vont servir vraiment de structurer tout notre organisme. Et donc, du coup, elles ont vraiment ce rôle structurel qui servent à construire absolument tout le corps. Quand je vous dis tout le corps, ça vient fabriquer vraiment les organes, les muscles, la peau, les os, les cheveux, les ongles, mais aussi tout ce qui va être hormones, les enzymes, les anticorps. Donc, elles sont vraiment absolument essentielles dans votre alimentation. Et dans ces 22 acides aminés, on en a 10 qui sont vraiment essentiels, donc ils sont indispensables. Pourquoi on dit qu'elles sont essentielles? Tout simplement parce qu'elles ne sont pas capables d'être synthétisées par l'organisme. L'organisme de lui-même ne peut pas les concevoir, d'accord? Donc on est obligé de les avoir en apport dans notre alimentation quotidienne. Et quand je dis que ce sont vraiment de façon quotidienne, c'est parce que nos besoins en protéines sont vraiment permanents. Tous nos tissus se renouvellent constamment chaque jour. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment avoir les bons acides aminés au fur et à mesure de façon quotidienne. Et donc, nous avons 10 acides aminés qui sont non essentiels. Donc, cela, le corps peut vraiment les synthétiser par eux-mêmes. Dans le slide suivant, s'il te plaît, Pascal. J'ai un décalage, je pense, avec toi. Donc, on Oui, a tout à fait. les 10 acides essentiels, je ne vais pas tous vous les nommer ici, c'est inutile. Mais sachez qu'en tout cas, il y a 2 acides essentiels pour les enfants et il y en a 8 pour les adultes. Et dans la slide suivante, s'il te plaît. Ensuite, on va voir donc les acides qui sont non essentiels. Donc, ceux-là, en fait, le corps est capable de les fabriquer par lui-même sans devoir puiser, en fait, dans les aliments.
À propos de tous ces acides aminés, vous vous rendez compte que finalement, ce sont vraiment des macronutriments qui sont vraiment nécessaires dans votre quotidien. Et on sait aujourd'hui que tout ce que l'on mange est facilement dénutri. D'accord? On n'a plus autant d'acides aminés que nous avions il y a déjà 40 ou 50 ans en arrière. Donc, je vous dis un petit peu je fais juste une petite annonce. Nous allons voir justement un produit qui va pouvoir pallier à ce manque d'acides aminés. Mais ça, je vous en parle un peu plus tard lors de la conférence. Et si vous restez tout à la fin, vous aurez une surprise concernant justement ces acides aminés qui sont vraiment les briques de notre organisme et donc qui sont nécessaires. Pour la suite de ces molécules invisibles, on va discuter avec Francine, qui est notre médecin chez Terrevi et qui est à la tête de notre comité scientifique. Donc, Francine, je te laisse la main sur les vitamines, s'il te plaît. Aurélia, il y a des gens qui attendent sur Facebook en même temps. Oui, C'est merci déjà rentré. Aurélia. Donc, en fait, les vitamines, pourquoi on les appelle comme ça? Parce que, et ce que ça veut dire, c'est que ce sont des molécules qui sont indispensables à la vie. Sinon, sans elles, on ne vit pas, on meurt. Alors, la première, c'est la vitamine A. C'est la vitamine de la peau, de la vision, de l'immunité. Elle intervient dans la synthèse des globules rouges. Et on ne la trouve sous cette forme que dans une alimentation animale. Dans les végétaux, il n'y a que ces précurseurs, comme par exemple le bêta-carotène. Ensuite, il y a tout le groupe des vitamines B. Alors, il faut savoir que ces vitamines B sont toutes utiles au métabolisme des nutriments, de tout ce qu'on ingère, ainsi qu'aux substances qui circulent et qui sont fabriquées par le corps. Par exemple, la vitamine B1 ou thiamine, elle a un rôle dans la production du cortisol et des stéroïdes, c'est-à-dire qui sont fabriqués par le corps lors du stress. Elles ont également un rôle dans la production d'énergie, le fonctionnement des muscles, la transmission de l'influx nerveux. Et sa carence en vitamine B1, c'est ce qu'on appelle le beriberi, qu'on ne trouve pratiquement pas. Voilà. Ensuite, la vitamine B2, c'est la riboflavine. C'est ce qu'on appelle le E101 dans l'industrie. Elle est utilisée parce qu'elle a une couleur jaune. Elle aussi, bon, essentielle à la production d'énergie, à la métabolisation de ce qu'on ingère, des nutriments, au bon fonctionnement du système nerveux. Elle a également un rôle dans la vision, le maintien de la peau et des muqueuses normales, et elle a un effet antioxydant. Pratiquement toutes ont un effet antioxydant d'ailleurs. La vitamine B3, c'est la niacine. Elle s'appelait autrefois la vitamine PP. Elle est donc indispensable dans le métabolisme énergétique normal, au fonctionnement normal du système nerveux et de la santé mentale. Et elle a un rôle dans la synthèse des hormones sexuelles et des neurotransmetteurs. Sa carence était ce qu'on appelait la pellagra, qu'on ne trouve plus de nos jours, heureusement, la plupart du temps, bien sûr. La vitamine B5, c'est l'acide pantothénique. Là, la même chose, rôle dans la production d'énergie, la fabrication des hormones et des neurotransmetteurs. On la trouve dans beaucoup de aliments, en fait. Pardon? Ensuite, donc la vitamine B6, c'est la pyridoxine. Même chose que pour les autres, la production d'énergie, le neurotransmetteur, le système nerveux normal, les neurotransmetteurs, les fonctions mentales normales. Elle a un rôle dans le fonctionnement normal du système immunitaire et dans la synthèse des globules rouges. La vitamine B8, c'est la biotine. Même chose que les précédentes. Elle est indispensable aussi pour maintien d'avoir des cheveux, une peau et des muqueuses normales, en bon état. La vitamine B, je fais un peu vite parce qu'il y a tellement à dire sur les vitamines que chacune prendrait 1 heure, donc je ne peux pas tout résumer. La vitamine B9, c'est l'acide folique ou folate. Alors, elle est intéressante dans la croissance et le développement du fœtus. Elle a un rôle dans la formation des cellules sanguines,
des fonctions mentales normales, le fonctionnement du système immunitaire et elle combat également la dépression. La vitamine B12, donc là, ce sont des vitamines qui s'appellent des cobalamines. Elles entrent aussi dans la synthèse de l'ADN, des globules rouges, le fonctionnement du système nerveux, des fonctions mentales, du système immunitaire. Et il faut savoir qu'on ne la trouve pratiquement que dans une alimentation d'origine animale. Dans l'alimentation d'origine végétale, c'est plutôt de la vitamine pseudo-B12, qui est moins bien assimilée. Et il faut savoir que pour agir, et ça faites attention donc en achetant vos compléments si vous en achetez, c'est que pour agir, elle doit être mâchée et ensalivée afin de se lier à quelque chose que produit notre estomac, le facteur intrinsèque. Et cette vitamine B12 est très souvent dans la chirurgie bariatrique essentielle et on en donne parce qu'elle est indispensable et que la chirurgie bariatrique peut empêcher son absorption. Ensuite, la vitamine C, bon ça tout le monde la connaît, puisque nous en avons bien évidemment. Donc elle agit au niveau de tous les tissus de l'organisme, elle stimule la synthèse du collagène, on sait qu'elle fixe le fer, elle le fait rentrer dans les cellules, dans nos organes, elle stimule les défenses immunitaires, elle a un rôle antioxydant et direct et indirect par l'intermédiaire de la vitamine E. Et elle a également un rôle dans le métabolisme du cholestérol, d'où l'intérêt d'en prendre dans ces cas-là. La vitamine D, sa carence, c'est le rachitisme, hein. Alors, elle est synthétisée par la peau grâce à l'action du soleil, mais elle est également synthétisée par les graisses d'origine marine et le plus souvent d'origine marine, mais par certains lichens également. Elle a un rôle dans le métabolisme du calcium et du phosphore, et elle a un rôle, bien évidemment, dans le maintien des os solides, et elle module l'immunité. Qu'est-ce que j'ai d'autre? La vitamine E, donc ça, ce sont les tocophérols, qui ont une action antioxydant, et qui ont un rôle dans le vieillissement cérébral prématuré. Donc, c'est intéressant en prévention des maladies dégénératives. Et ensuite, on a la dernière, c'est la vitamine K, qui est une vitamine anti-hémorragique. D'ailleurs, sa carence peut entraîner des petites hémorragies ou des hémorragies importantes. Il y en a deux sortes, et là, ça c'est plus la vitamine K1 qui est anti-hémorragique, et la vitamine K2, elle intervient surtout dans la minéralisation des os avec la fixation du calcium. Voilà. Donc ensuite, vous avez, je ne sais pas si tu l'as laissé, Pascal, Tout à fait. le tableau. Il ne faut pas vraiment en tenir compte parce que, à mon avis, ces dosages ne sont pas tout à fait exacts. Voilà. Même pas du tout. Merci, Francine. Et voilà Donc, pour moi. merci, Francine. Donc ensuite, vous avez effectivement les oligoéléments. Donc, alors, quand on dit oligoéléments, c'est toutes les parties d'éléments chimiques qui vont représenter une masse inférieure à 1 mg par kilo. Donc, vous voyez que c'est quand même vraiment très, très petit. Alors, des exemples d'oligoéléments, le fer qui va aider à lutter contre l'anémie. Vous avez l'iode, vous avez le cuivre pour le cœur. Vous avez le zinc pour la peau et tout ce qui est métabolisme des protéines. Le sélénium, j'en parle pas au niveau antioxydant et métabolisme au niveau du foie. Vous avez le chrome, par exemple, qui va, tout comme la cannelle, par exemple, vous aider à lutter contre l'excès de sucre. Et puis, vous avez le fluor contre les caries, bien sûr, mais c'est pas parce que ce sont des oligoéléments que ce sont forcément de bonnes choses. Le fluor, par exemple, c'est quelque chose que si on pouvait se passer, c'est pas toujours, ça serait quelque chose de bien. Si aujourd'hui il y a du fluor dans l'eau, on sait pertinemment que c'est effectivement parce que la population n'entretient pas au niveau dentaire correctement, on va dire, le brossage des dents régulièrement, et c'est une des raisons pour lesquelles on a malheureusement du fluor dans l'eau, et si on pouvait s'en passer, ça serait pas plus mal. Alors, la chronobiologie. Alors, bien sûr, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est en principe, c'est sur 24 heures chrono.
Donc, la chronobiologie correspond, on va dire, à tout ce qui est rythme circadien et l'étude des rythmes biologiques dans l'organisme. Alors, ça a eu un boom dans les 10 dernières années. On a découvert pas mal de mécanismes de régulation des horloges internes, mais ça, on va y revenir dessus. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la synchronisation des horloges se fait essentiellement grâce à la lumière. On reparlera tout à l'heure du tryptophane, de la sérotonine et de la mélatonine. Et puis, les troubles du rythme circadien sont souvent associés donc à de nombreuses maladies, malheureusement. Alors, ce cycle, on est d'accord qu'il part quand même sur une durée, on va dire, pratiquement de 24 heures. Donc, les fonctions de l'organisme donc, vont faire en sorte que ce soit du système nuit et jour, vont pouvoir, enfin, pas malheureusement, mais vont agir sur plusieurs choses, notamment la température corporelle, la pression artérielle, la production d'hormones. On en parlait tout à l'heure sur l'hormone, la mélatonine, l'hormone du sommeil, la fréquence cardiaque aussi, mais également sur tout ce qui va être capacité cognitive. Si vous avez mal dormi ou etc., s'il y a des choses qui ne fonctionnent pas, les fonctions cognitives vont être impactées, bien sûr. Mais également, ça va jouer sur l'humeur et puis sur la régulation, enfin, tout ce qui va réguler, on va dire, être régulé par le rythme circadien. Plus généralement, on dit que presque toutes les fonctions biologiques sont soumises à ces rythmes. Alors, on Et va donc, voir donc déjà les 6 courbes des rythmes biologiques. Donc là, vous voyez donc déjà trois rythmes qui sont, on va dire, monorythmes. Vous avez la sécrétion d'hormones de croissance qui n'agit quasiment que la nuit, qui va commencer à agir en fin de journée. Vous avez également tout ce qui est procédé et sécrétion d'enzymes digestives qui ne fonctionnent pas la nuit, bien évidemment, enfin, sauf pour les gens qui ne dorment pas la nuit, hein, mais qui va commencer à fonctionner dès le matin et qui va s'arrêter à l'heure du repas du soir. Et puis, vous avez toute l'activité de l'estomac, qui bien sûr va commencer à travailler quand vous commencez à manger le matin et qui va s'arrêter quelques heures après le repas du soir, bien évidemment, quand on aura fini les premières, on va dire, digestions importantes. Et puis, vous avez 2 courbes, on peut voir ici, qui sont les courbes sur lesquelles on va un petit peu s'attarder, qui sont donc les courbes, d'abord la courbe du cortisol qui est en noir, et puis la courbe de l'insuline en fait, qui est qui va agir juste après et se mettre en action juste après la courbe du cortisol, qui est la courbe de l'insuline. Alors, au niveau des rythmes circadiens, tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que tout comme, on va dire, l'hypoglycémie qui succède à l'hyperglycémie, eh bien, si on va modifier ces pics insuliniques, forcément, on va modifier les courbes de cortisol, c'est évident. Donc, ça veut dire qu'en fonction de ce qu'on va manger, en fonction de ce qu'on va faire, on va modifier également la régénération cellulaire, on va modifier la durée et la qualité du sommeil. On peut également modifier la régénération cellulaire, comme vous l'avez compris, et la durée de notre vie. Parce que si effectivement on ne fait pas attention à ça, on sait qu'on va pouvoir influer sur 15 ans de notre vie, c'est-à-dire 15 ans en moins. Donc la qualité de notre vie, de notre jeunesse et de notre longévité va dépendre également de l'équilibre alimentaire auquel on va adhérer, bien évidemment. Alors, à partir du matin, qu'est-ce qui se passe? Ben, à partir de 6 heures du matin, on va sécréter du cortisol. Donc, ce qui va permettre à l'organisme de se mettre en route et puis d'être actif et de libérer de l'énergie dès la mise en route. Alors, ce qui est extrêmement important de veiller, c'est de respecter ce rythme biologique. Par exemple, souvent j'entends dire que le matin, ce qui est bien, c'est de prendre un verre de jus de fruits, par exemple, ou de prendre un déjeuner sucré, par exemple. Ben, c'est une hérésie. Alors, en termes de chronobiologie, j'entends, hein. Pourquoi? Parce que si vous prenez un verre de jus de fruits le matin, vous allez faire un apport de sucre, et puis vous allez modifier le pic de glycémie, le pic de cortisol et le pic insulinique. Donc automatiquement, vous allez passer en hyper, c'est-à-dire vous allez avoir beaucoup d'énergie, et quand vous allez consommer cette énergie, vous allez vous fatiguer et passer en hypo derrière. Donc, alors le matin, il est préférable plutôt de favoriser, donc dès le matin, dès le départ, un petit peu de pain avec de la farine complète, des céréales par exemple,
ce qui vont jouer le rôle d'une éponge pour absorber un petit peu tout ce que les sucs gastriques qui restent, je dirais, dans l'ésophage et le tube digestif du matin. Alors pourquoi? Bah, par exemple, pour des gens qui sont souvent constipés, ça ne va pas poser de problème. Mais par exemple, si vous buvez un grand verre d'eau le matin, comme je l'entends, et que vous êtes plutôt fragile et sujet un petit peu à des dysenteries ou ce qui s'ensuit, eh bien vous allez augmenter parce que vous allez libérer tous les sucs gastriques qui vont arriver avec cette acidité dans votre intestin et automatiquement, vous allez accentuer cette dysenterie automatiquement. Alors le matin, les préconisations qu'on peut en faire, souvent, c'est de prendre 5 à 10 grammes de beurre. Alors en général non pasteurisé. Pourquoi non pasteurisé? Parce que le beurre qui a été chauffé, on- on dit qu'il est glyqué, et quand il est glyqué, il est moins absorbable. Et s'il est moins absorbable, eh bien, il va pas jouer le bon rôle, c'est-à-dire qu'il va enrichir vos poches d'adipocytes, et tout simplement, ça va augmenter, je dirais, les choses qu'il ne faut pas. Donc, alors que le beurre pasteurisé va favoriser la souplesse membranaire. Alors, point trop n'en faut, hein, 5 à 10 grammes, ça suffit largement. Et puis, un petit conseil, pour les gens qui ont du mauvais cholestérol. Donc, ben, c'est très simple. La plupart du temps, on vous explique qu'il ne faut pas manger de gras, pas manger de fromage, pas manger de cholestérol, parce que vous allez en rajouter. Eh bien, ça aussi, en chronobiologie, on vous explique que c'est mais vraiment une ineptie. Pourquoi? Parce que tout simplement, si vous mangez par exemple du fromage le matin ou des œufs, hein, tout simplement, alors si c'est du fromage, 40 grammes de fromage de vache ou 60 grammes de fromage de brebis, eh bien tout simplement, qu'est-ce qui va se passer? Ben, votre organisme, le foie, pour ne pas le citer, qui est en général le fabricant enfin quand je dis en général, c'est toujours, hein, qui est le fabricant du cholestérol, eh bien, les horloges biologiques vont tout simplement expliquer au foie que vous avez déjà du cholestérol dans l'organisme. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, votre corps, bah, tout simplement, votre foie va arrêter de fabriquer du cholestérol. Alors, pas complètement, mais à 90%. Et ça, pour, on va dire, pratiquement tous les gens, excepté les gens qui sont diabétiques, ça fonctionne à tous les coups. À partir du moment où vous avez du cholestérol, si vous n'êtes pas diabétique, alors, et encore pour les diabétiques, ça fonctionne, on va dire, chez les diabétiques de type 2 à 2 personnes sur 3, hein, mais pas toujours. Mais tous les gens qui ont du cholestérol autrement, qui mangent du fromage le matin, vous allez réduire votre taux de cholestérol en 2 mois de l'ordre de 90%. Et ça, c'est vraiment intéressant. Alors, pour la suite, au niveau, je dirais, des conseils qu'on peut vous donner, le matin, pour les gens qui souhaitent prendre des compléments alimentaires, vous avez la possibilité bah, de prendre de la phycocyanine qui va vous aider donc à améliorer et performer le système immunitaire, jouer le rôle de détox en plus de ça, et puis également la vitamine C qui va vous permettre bah, tout simplement de renforcer tout le système immunitaire. Alors, la vitamine C, petit point essentiel à avoir dessus, souvent, c'est à la mode aujourd'hui, maintenant, quand vous avez des opérations ou vous avez des blessures, on vous conseille généralement de prendre de la vitamine C. Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille en général? C'est de prendre 500 mg ou 1 gramme de vitamine C. Ce qui est aussi, je dirais, dommage. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'organisme sait absorber maximum 280 mg de vitamine C. Alors, qu'est-ce qui se passe quand vous en absorbez plus? Eh bien, tout simplement, ça passe dans les voies urinaires. Donc, on va dire que c'est dommageable. Alors, vous avez la possibilité également de prendre de la vitamine C liposomale, qui est 10 fois plus active avec la même concentration qu'une vitamine C ordinaire, donc qui va permettre bah, tout simplement d'être plus efficace. L'idéal, quand vous prenez de la vitamine C, c'est tout simplement de la dissoudre dans 500 ml d'eau et tout simplement de la boire par petites gorgées naturellement à dose filée toute la journée. On va dire à partir du moment où vous déjeunez jusqu'à, on va dire, 16 heures ou 17 heures. Et là, si vous prenez 1 gramme de vitamine C réparti comme ça sera 5 fois plus efficace que si vous prenez 1 gramme le matin, 1 gramme à midi, 1 gramme le soir. Donc après, bon, vous faites comme vous avez envie, hein, vous choisissez, mais maintenant, vous le savez. Et puis également, on va en reparler, on va en parler tout de suite. Vous avez également des produits qui vont bientôt arriver chez nous, notamment le collagène,
donc qui vont pouvoir, dès le matin, vous permettre d'apporter toutes les acides aminés qui sont essentiels et qui vont permettre d'activer en fonction de, mais ça on en reparlera très prochainement, puisque avec Aurélia et Francine, vous allez avoir une conférence qui va être faite autour de mi-avril, début mi-avril, hein, Aurélien nous le fera savoir rapidement. Donc, comment prendre effectivement le collagène? Il y a plusieurs types de collagène. Il y a 24 types plus 3 types de collagène. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de marketing autour du collagène, hein. Et en fait, votre corps, il prend le collagène et puis il va prendre ce qui est nécessaire pour, en fonction de ce que vous avez besoin, que ce soit pour la peau, pour tout ce qui est articulaire, pour tout, etc. Donc, et puis vous en avez sur le marché, vous avez plein de types de collagène. Là, beaucoup qui ne servent à rien, et puis après, vous en avez certains qui sont extrêmement chers, alors que vous avez des collagènes, effectivement, on va dire européens, qui fonctionnent très bien, qu'il faut savoir cibler. Et Francine et Aurélien ont fait un travail admirable là-dessus, et ça va arriver très, très prochainement, dans quelques jours précisément. Alors, à partir de 8h30, 9h, donc qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, vous pouvez faire des exercices physiques. Il faut savoir que le sport est beaucoup plus profitable quand vous en faites le matin que lorsque vous en faites le soir, où vous allez beaucoup plus fatiguer l'organisme que de lui faire du bien. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire de sport le soir, mais il faut faire très attention à la manière dont on pratique le sport le soir. Par exemple, le sport, souvent, on parle de transpiration, de faire un effort physique qui va vous permettre de vous dépenser. Sachez qu'à partir du moment où vous transpirez plus de 10 minutes, vous fatiguez l'organisme. Donc, alors, il y a eu des périodes où on expliquait, par exemple, que pour les diabétiques, il fallait faire du sport pour améliorer ces conditions. On s'est aperçu que toutes les études, notamment les laboratoires Merck, ont fait toute une explication là-dessus, puisqu'ils ont fait beaucoup d'études. Je vous rappelle que les laboratoires Merck, c'est ceux qui ont créé la metformine, hein, ce qui permet aux diabétiques de vivre à peu près normalement. Diabétiques de type 2, hein. Le sport, quand on en faisait trop, eh bien, au bout de 18 mois, était plus néfaste que bénéfique. Par contre, si vous ne faites que du sport normalement, sans trop fatiguer l'organisme, ça va être bénéfique. Donc après, attention, il y a l'organisme qui, s'il se fatigue, il va se fatiguer pour le reste de la journée. Je vous rappelle qu'on ne se régénère que la nuit. Donc difficile si vous faites trop de sport, eh bien, à des heures tardives. En plus de ça, vous allez non seulement fatiguer votre organisme, mais vous allez empêcher, si vous êtes trop fatigué, la régénération cellulaire le soir et la nuit. Donc c'est important de faire attention à ça. Et puis, toutes les personnes qui souffrent de certaines pathologies euh, au niveau de tout ce qui va être circulation sanguine, vous allez faire monter la température corporelle et donc qui va aussi défavoriser l'endormissement et puis tout un tas de mécanismes, bien évidemment. Donc attention à ne pas mettre votre corps en rétrocontrôle et de modifier les pics insuliniques. Donc le rétrocontrôle, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement pas favoriser par l'alimentation ou des exercices physiques votre synthèse que vous pouvez avoir naturelle par l'extérieur et non pas, je dirais, par l'intérieur. Tout à l'heure, je vous parlais du cholestérol. Le cholestérol, quand vous mangez du fromage le matin, vous allez réguler l'exogène par rétrocontrôle sur l'endogène. Donc, l'exogène, c'est l'extérieur. L'endogène, c'est ce que sont capables de fabriquer vos organes propres à votre corps, tout simplement. Alors, à partir de midi, l'heure du déjeuner, donc c'est une heure importante, hein, bien sûr. Alors, pour certaines pathologies, il faut faire attention de ne pas les décaler de plus de 30 minutes. Je pense souvent aux diabétiques en disant ça, diabétiques de type 2. Si vous décalez vos repas de plus de 30 minutes, forcément, vous allez décaler vos pics cortisol. Et ça, au niveau de l'organisme, c'est pas forcément bon. Donc, alors, il est possible, effectivement, de boire un jus de fruits en petite quantité ou de manger un fruit, hein, tout simplement en début de repas. Ça va favoriser le transit intestinal. Alors, si vous le prenez en dessert, ça va apporter du sucre qui n'est pas forcément une bonne chose. Alors, privilégier des féculents donc à midi, c'est important.
Ça, c'est une petite différence qu'on peut avoir avec tout ce qui est nutritionnel, ou les diététiciens, où on parle du bol alimentaire avec les fibres et les féculents sur 3 bols alimentaires par jour. Nous, en chronobiologie, on préconise de prendre des féculents à midi et plus des légumes le soir, mais ça, je vais revenir tout à l'heure. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez mélanger également des féculents avec des légumes si vous aimez, mais mettre par exemple à midi plus de 30% de légumes dans les féculents, vos féculents vont perdre certaines propriétés et vous prendrez les propriétés des légumes. Et si le soir vous prenez plus de 30% de féculents avec vos légumes, eh ben, vous aurez les propriétés du féculent et pas les propriétés des légumes, ce qui est dommage. Donc, à midi, c'est des féculents pour stocker l'énergie qui va se libérer l'après-midi, bien évidemment. Alors, vous pouvez manger de la viande, hein, c'est évident. De la viande rouge, on préconise toujours 2 fois par semaine maximum. Et puis, d'éviter les glucides à midi. Et puis, d'éviter le fromage, surtout pour les personnes qui ont du mauvais cholestérol. Ce que je vous dis, la chronobiologie, c'est pas une science, on va dire, qui s'applique à tout le monde de la même manière. En fonction de chacun, on va adapter effectivement ce qu'on va manger, bien évidemment. Voilà. Donc, à partir de ça, il est important de prendre des sucres rapides. Alors pourquoi? Parce que tout simplement, si vous n'avez pas mangé à 4 heures et que vous avez une faim extrême, y compris pour les gens qui font des régimes le soir, qu'est-ce qui va se passer? Le soir, vous prenez des sucres lents, eh bien tout simplement, ces sucres lents vont se transformer en sucre rapide parce que vous avez très faim. Alors que si vous avez mangé 2 carrés de sucre, par exemple, à 4 heures, eh bien, ces sucres rapides, vous allez de toute façon les assimiler et puis les consommer jusqu'au repas du soir, donc ils seront plus actifs le soir. Et vos sucres lents le soir resteront des sucres lents et ne se transformeront pas en sucre rapide. Et ça va vous permettre quoi tout ça? Bah, tout simplement le soir, si vous n'avez pas de sucre rapide, eh bien vous allez avoir une meilleure régénération cellulaire la nuit. Donc prendre une collation ou manger vers 16 heures va éviter la prise de poids et va permettre une meilleure qualité de sommeil la nuit, bien évidemment. Et surtout d'éviter de vous fatiguer et va diminuer le stress. Parce que quand vous êtes fatigué l'après-midi, si vous n'avez pas une petite collation ou quelque chose qui va vous booster un petit peu vers 16 heures, eh bien vous allez augmenter votre stress jusqu'au repas du soir, bien évidemment. Alors, qu'est-ce qu'il y a de mieux vers 16 heures? Ben, c'est de prendre effectivement 2 carrés de chocolat, un fruit, et puis également de prendre des fruits à coque. Alors, pourquoi des fruits à coque? Tout simplement parce que les fruits à coque, alors qu'est-ce que c'est des fruits à coque? C'est tout ce qui va être des amandes, des noisettes, des noix de cajou, des noix du Brésil, etc. Et tous ces fruits à coque, dans la peau, mais je dis bien dans la peau, vous avez énormément de tryptophane. Et le tryptophane, ça va permettre de se synthétiser dans les 2 heures qui suivent, donc en sérotonine. Et la sérotonine, le soir, 3 4 heures après, va se transformer en mélatonine suite à l'action de l'hypothalamus, qui, au moment où la lumière du jour va tout simplement baisser, pour la nuit, hein, tout simplement, eh bien, votre corps va transformer la sérotonine, qui est issue du tryptophane, en mélatonine et va vous permettre de mieux dormir. En plus de ça, le tryptophane, c'est quelque chose qu'on ne stocke pas. Vous pouvez en prendre pratiquement toute la journée, hein. Le matin, quand vous prenez donc une petite poignée de noix, etc., ça va permettre d'améliorer les fonctions cognitives au niveau du cerveau, puisque le tryptophane se stocke maximum 1 heure, sauf dans le cerveau, on sait stocker le tryptophane 2 heures à peu près. Et après, on les synthétise en sérotonine. Et lorsque vous avez ces fruits à coque vers 4 heures, eh bien, le processus de synthèse en sérotonine et en mélatonine va vraiment améliorer la qualité du sommeil pour la nuit, donc activer de manière plus importante la régénération cellulaire, bien évidemment, la nuit. Alors, l'importance du tryptophane, je vous l'ai expliqué. Donc, il se transforme donc en sérotonine, qui est un neurotransmetteur, et qui va permettre en fait de transmettre l'influx nerveux entre les neurones. Voilà. Donc, le tryptophane permet d'augmenter aussi la concentration, de diminuer le stress et d'améliorer la volonté.
Alors, le repas du soir. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si vous avez eu une petite collation vers 16 heures, les glucides vont permettre d'assimiler les aliments le soir d'une manière beaucoup plus saine. Donc, n'oubliez pas que le repas du soir, c'est ce qui va vous permettre, la qualité du repas du soir, va vous permettre, ou pas, d'améliorer la régénération cellulaire la nuit. Si vous mangez trop ou trop riche le soir, eh bien, vous aurez beaucoup plus de mal à dormir. Et même si vous arrivez à dormir, votre corps ne va pas se régénérer de façon optimale. Donc, alors c'est le soir où il convient, on va dire, de favoriser certains types d'alimentation, comme par exemple le poisson, qui sont des oméga 3 à longue chaîne, ou des compléments alimentaires type Zucca ou Optimum, donc qui sont des oméga 3 de petits poissons, qui vont permettre d'améliorer la régénération cellulaire, tout simplement en améliorant la souplesse membranaire, qui, je vous le rappelle, est primordiale dans la régénération cellulaire, hein. Alors, bien évidemment, il n'est pas conseillé de prendre de viande rouge, ni d'œufs, ni de féculents, peu de sucre, peu de fromage également, surtout pour les gens qui ont des problèmes de mauvais cholestérol, et de favoriser effectivement on va dire une alimentation légère, des poissons, du crustacé, éventuellement de la viande blanche, mais c'est pas une obligation. Et puis d'accompagner bien sûr des légumes pour enrichir en matière de bactéries, sans exagération également, parce que par exemple, si vous mangez trop de légumes verts, trop de choux, etc., vous allez augmenter la putréfaction intestinale et puis qui va fatiguer votre organisme également. Voilà, donc des petites quantités sont à privilégier, bien évidemment. Donc, à partir de 21h, 22h, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va avoir le déclenchement du rythme de la mélatonine. Je vous le rappelle que au moment où la lumière du jour va baisser, vous avez l'hypothalamus qui va permettre donc de synthétiser la sérotonine en mélatonine et qui va commencer à préparer donc le sommeil. Donc, et quand on prépare le sommeil, on prépare la régénération cellulaire. Donc, ce qui va vous permettre, surtout pour les enfants, d'aider à la sécrétion, pardon, d'hormones de croissance. Donc, ça, c'est important. Je le rappelle, si un enfant a goûté également à 16 heures, ça va augmenter ses chances de bien activer la régénération cellulaire et d'augmenter les sécrétions d'hormones. C'est important. Alors, se coucher trop tôt n'est pas forcément une bonne chose. Ruminer dans un lit n'apporte que du stress et de la nervosité. Tout comme pour les enfants, quand on laisse une veilleuse la nuit, donc si ça favorise pour l'inquiétude des enfants, l'endormissement, pensez à bien l'éteindre rapidement parce que une veilleuse la nuit à côté d'un enfant qui dort va l'empêcher de tout simplement sa régénération cellulaire et stopper les hormones de croissance automatiquement. Donc, attention à ça, c'est extrêmement important. Je vous rappelle que le rythme circadien, c'est toujours les rythmes de la lumière en même temps. Donc, c'est vraiment, euh, on va dire, consécutif à la lumière, bien évidemment. Alors, si je résume tout ce que je vous ai dit, le matin. Donc, qu'est-ce qui est important le matin? Ben, c'est de prendre un petit morceau de pain complet avec 5 à 10 grammes de beurre. Je préfère dire non pasteurisé, puisque le beurre pasteurisé est moins bien absorbé par l'organisme. Vous avez des marques, je ne fais pas la publicité, hein, je n'ai pas de royalties dessus. Le beurre qu'on trouve le plus généralement facilement en grande surface, c'est le Legal. Le bleu, c'est le normal. Le rouge, c'est le demi-sel. Voilà. Donc, pour les gens qui le souhaitent, bien sûr, et qui ont du mauvais cholestérol, pensez à prendre du fromage fermenté, donc 40 grammes de fromage par exemple, de camembert ou autre, non pasteurisé si possible. Et puis également de prendre, on peut des œufs, par exemple, le matin, c'est très bien, que ce soit des œufs mollets, parce que là, en plus de ça, ça vous apporte des antioxydants, des œufs gobés pour ceux qui le peuvent, et puis également de la protéine, donc pour faire le plein sans apporter du sucre qui va créer, encore une fois, de l'hyper, et puis ensuite de l'hypoglycémie derrière. Et de la fatigue vers 10-11 heures le matin, bien évidemment. Bien sûr, vous pouvez prendre un café, thé, tisane. Pour ceux qui veulent des compléments alimentaires, je vous l'ai déjà expliqué. Vitamine C et puis de la phycocyanine, voire même de la spiruline si c'est possible. Et puis, le matin, prendre du collagène si vous le souhaitez.
À midi, bien évidemment, si vous le souhaitez, vous pouvez prendre un jus de fruits. Si possible, frais, c'est mieux que un jus de fruits en boîte ou en conserve, c'est évident. De la viande rouge 2 fois par semaine, des féculents. Alors, il faut savoir que le meilleur des féculents, c'est le riz. Vous pouvez prendre des pâtes 2 fois par semaine si vous le souhaitez. Des pommes de terre, c'est 1 fois par semaine. Parfois des légumineuses, c'est possible aussi. Au goûter, alors ça, vous avez le choix. C'est 1 ou 2 morceaux de chocolat, un jus de fruits frais, des fruits. Un fruit, ça suffit. Des fruits à coque pour le tryptophane. Et puis, qui va se synthétiser en sérotonine et en mélatonine le soir. Vous pouvez prendre un biscuit, une part de gâteau, un petit peu de sucre rapide, c'est que bénéfique. Et puis le soir, eh bien, manger léger avec un poisson, une viande blanche, un légume. Et vous pouvez prendre également une tisane si vous le souhaitez. Au niveau des compléments alimentaires, donc à midi, vous pouvez prendre, si vous le souhaitez, effectivement, de la vitamine C, de la phycocyanine. Vous pouvez prendre également, alors en poisson, j'évite toujours de dire de prendre du poisson à midi. Pourquoi? Parce que les oméga 3 chaîne longue, le poisson à midi, ça ne sert pas à grand-chose. Ça, les oméga 3 passent souvent, on va dire, dans les voies urinaires. Quand je dis souvent, c'est tout le temps. Donc, pour ceux qui ont on va dire, de l'inflammation, vous pouvez prendre effectivement un peu de poisson ou du Zucca ou des gélules de poisson, bien évidemment. Une gélule suffit largement. Ça va tout simplement vous permettre de confortabiliser, de réduire, on va dire, ou d'améliorer tout ce qui peut être inflammation. Euh, à 16 heures, vous pouvez prendre un peu de vitamine C. Ça suffit, il n'y a pas besoin de prendre autre chose. Et puis le soir, effectivement, prendre des compléments alimentaires qui vont renforcer le système immunitaire. La vitamine C marche très bien, la phycocyanine marche très bien. Vous pouvez prendre également la spiruline. Et puis vous pouvez aussi prendre, bien sûr, tout ce qui va être oméga 3 en complément alimentaire, que ce soit de l'huile de calanus, du Zucca, et puis des capsules de poisson, ça fonctionne très bien. Et c'est à ce moment-là que vous allez favoriser également la souplesse membranaire. Et c'est à ce moment-là qu'il faut vraiment prendre des oméga 3 de poisson le soir. Le matin, prendre des oméga 3, par exemple, de poisson, c'est une hérésie. Pourquoi? Parce que si vous n'êtes pas en période d'inflammation, vous allez augmenter votre palpitant et fragiliser, on va dire, tout ce qui est cardiaque. Le matin, si vous voulez prendre des oméga 3, prenez des oméga 3 végétaux. Alors, Thérèse ne fera jamais, enfin, on ne peut pas dire jamais, mais ne fera pas d'oméga 3 sous forme de complément alimentaire. Pourquoi? Parce que des oméga 3 à chaîne courte que vous pouvez prendre le matin, des végétaux, ben, vous n'aurez pas plus d'effet qu'en prenant une cuillère à café d'huile de noisette ou d'huile de chanvre ou d'huile de colza. Très honnêtement, une cuillère à café le matin d'huile de noisette, c'est très bon en plus de ça. Ça apporte tout ce que vous avez besoin pour la souplesse membranaire. Donc, achetez votre huile de noisette et vraiment, en matière de complément, c'est ce qui est l'optimal en oméga 3 le matin. Voilà, donc je vais rendre la parole à Aurélia qui va vous annoncer de belles choses encore. Et je vous remercie de m'avoir écouté. Merci beaucoup, Pascal, pour cette conférence sur la chronobiologie. Donc, concernant le programme Pleine Santé, donc là, il faut vraiment retourner, bien évidemment, vers la personne qui vous a invité sur ce Zoom ou dans le groupe Facebook. Et donc, comme c'est notre toute première conférence sur l'année 2024, on vous fait une offre exclusive sur tout le week-end, donc tout le week-end de Pâques, donc jusqu'au 31 mars 2024, 23h59. On vous offre une carte cadeau d'une valeur de 10 euros qui vous sera offerte pour toute commande de 75 euros et plus. Cette carte cadeau, elle est valable durant 60 jours. Donc, comme vous avez compris, on a un nouveau produit qui va être une véritable pépite, mais non pas un produit, mais deux produits, qui va arriver sur le mois d'avril et qui va combler énormément de bienfaits, dont les acides aminés que je vous parlais tout à l'heure, mais beaucoup, beaucoup plus. Ces deux produits, on va vous en parler davantage avec une conférence, comme vous le disiez tout à l'heure, Pascal. On peut vous dire déjà qu'il y aura, donc ce sera pas que du collagène, mais il y aura du collagène, plutôt un produit global santé, et un autre collagène beaucoup plus spécifique aux inflammations, tout ce qui est articulaire, les inconforts que l'on peut avoir lorsque l'on marche, etc. Donc tout ça, on vous explique mi-avril à peu près.
Donc, si vous souhaitez profiter d'une commande, retournez vraiment vers votre conseiller et il vous expliquera, il vous guidera, il vous accompagnera tout le long de votre programme et de votre cure. Je vous remercie en tout cas pour toute votre présence, d'avoir été là jusqu'au bout de la conférence. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Il y a aussi le replay se trouve dans le groupe Facebook et vous pouvez laisser des commentaires sous la conférence. Et soit Pascal, Francine ou moi, on pourra venir répondre à vos questions si vous en avez. Je vous souhaite une très très bonne soirée et je vous remercie.